Vous êtes nombreux à suivre Digital Congo. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans votre émission Entretien. À travers cette émission, vous avez la possibilité de décrypter l'actualité, avoir aussi de la connaissance sur certains faits et phénomènes qui se passent dans le monde, mais surtout en République démocratique du Congo. Pour décrypter l'actualité, ce jour, nous accueillons pour vous un expert sur les OMD. Il s'agit d'un analyste, écrivain, membre des différents cabinets politiques. C'est Maître Alfred Dibandi Nzondomio. Maître Alfred, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, cher. C'est avec plaisir que nous vous recevons pour décrypter l'actualité, surtout que vous êtes un internationaliste. Le chef de l'État a été devant la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a prononcé un discours qui a été très salué. Je pense que c'est quand même l'un des grands discours du président de la République, du haut de la tribune des Nations Unies. Oui, il faut commencer par dire notre satisfecit. Moi, même en tant qu'expert et un analyste des questions internationales, satisfecit parce que le président a articulé son discours sur 4 points. 4 points saillants. Il a parlé des questions de la paix et de la sécurité internationale. Oui. Le président de la République a parlé de la transition écologique. Le président de la République a évoqué les questions de la collectivité, des efforts collectifs au niveau international, et avant d'aboutir ou de conclure sur les questions de la parité homme-femme. Et le discours du président de la République, vu par un expert donc, contrairement peut-être à vous, la grande classe, la crème, non. Il y a aussi ceux qui ont surtout retenu ce regard fort lancé par le président de la République dans son discours au Rwanda qui agresse la RDC. Dans l'un ou l'autre cas, c'est pourquoi nous sommes là. Si nous sommes là, c'est aussi pour parler du président de la République, de son discours, pour que le Congolais comprenne les non-dits de ces discours. C'est ça le rôle même de ceux qui savent lire les entrelignes. Vous savez, c'est un discours que moi je qualifie d'un discours d'alternative. Parce que j'ai suivi à peu près 50 discours de différents présidents sur la tribune, et je suis de ceux qui pensent que c'est l'un des meilleurs discours. L'un des meilleurs discours, pourquoi? Parce que la situation avec les Rwandais commence à inquiéter plus d'un. Parce que ça évoque plusieurs questions qui sont à la fois transversales et imbriquées. Transversales parce que les questions avec le Rwanda ne concernent pas que les relations entre la RDC et le Rwanda. Les questions qui touchent à l'Est de la République touchent d'abord à notre sécurité, mais le président de la République a décrié. Il a décrié l'hypocrisie internationale. Oui, nous allons y arriver, maître. Permettez-moi d'abord, avant de déboucher sur ce sujet, le président de la République a commencé d'abord par dresser le contexte sécuritaire mondial avec le terrorisme qui est un fléau qui touche toutes les nations. Est-ce que c'est vrai que la RDC aussi est frappée par le terrorisme? Parce que contrairement à ce qu'on voit peut-être dans les pays occidentaux où voilà, c'est la quiétude directement des populations, même dans les grandes villes qui est ainsi bouleversée. Est-ce que la RDC est réellement touchée par le terrorisme? Oui, nous sommes touchés par le terrorisme. Il y a des résolutions du Conseil de sécurité qui ont attesté la présence de l'État islamique en RDC. Et les ADF ont fait des déclarations d'allégeance à l'État islamique. Ils sont au Congo, ces ADF. Et aujourd'hui, la RDC a adhéré au mouvement international de lutte contre le terrorisme. Et ce terrorisme est là. Quand on parle du terrorisme, il faut le prendre ou l'entendre comme cette notion vue au sens du droit international comme un acte grave d'atteinte à la paix et à la sécurité internationale. Et par cette définition, peut-on dire alors que le M23 c'est un mouvement terroriste donc? Le M23, je m'abstiens parce que je n'ai pas les éléments scientifiques de façon objective qui me poussent à conclure à cela. Mais le M23, c'est un conglomérat de criminels internationaux. Quand on a dit, moi j'ai décrié personnellement, et le secrétaire général, le président de la République l'a rappelé,
Ils ont commis des crimes de guerre en agressant la MONUSCO. Ils ont bombardé un avion de la MONUSCO. En bombardant, en attaquant une unité impartiale comme la MONUSCO et sous protections internationales, on commet un crime de guerre. Et il faudrait que la CPI fasse son travail. Maintenant, la MONUSCO, qui est comment on dit, un organe subsidiaire du Conseil de sécurité, devrait faire rapport et il faudrait que le Conseil de sécurité saisisse la Cour pénale internationale pour que justice soit rendue, non seulement aux victimes congolaises, qui sont des victimes collatérales en réalité de cette attaque à la MONUSCO, mais pour aussi donner un exemple à l'endroit de CM23, parce que nous sommes aujourd'hui au cœur de ce qu'on appelle un conflit national internationalisé. Nous avons un mouvement qui se dit national, dirigé par des Rwandais, et sous accompagnement en logistique, en finance et en personne du Rwanda. Et cela, ça a été prouvé. Et le président de la République, lors de son discours, il a rappelé l'un des impératifs importants pour dire « nous voulons » à l'endroit, en s'adressant au président du Conseil de sécurité, il lui a demandé de rendre public les rapports du Conseil de sécurité sur l'agression de la RDC. Justement, ces rapports existent, mais pourquoi ces rapports traînent encore, continuent à traîner? Alors, c'est des questions que nous devons nous poser. C'est des questions qui inquiètent. Et je crois que la nation congolaise suit de très près ces questions. Nous avons entendu le président, on attend un retour du Conseil de sécurité. Parce que j'ai l'impression que certains États membres du Conseil de sécurité oublient qu'aujourd'hui, le multilatéralisme n'est plus le même multilatéralisme qu'on a connu d'avant la période d'avant la guerre froide ou pendant la guerre froide. Aujourd'hui, les choses sont en train, les lignes bougent. C'est quoi le président de la République, revendiquant, parlant au nom de l'Afrique, en revendiquant notre puissance démographique. Il a dit qu'il revenait d'une question d'équité internationale, que l'Afrique puisse avoir au moins un siège de membres permanents au sein du Conseil de sécurité et qu'on ait 2 membres non permanents au sein du Conseil de sécurité en plus. Et l'acte posé par le président français Emmanuel Macron de rassembler Félix Tshisekedi autour d'une même table et avec Paul Kagame. Félix Tshisekedi, qui je rappelle d'ailleurs aurait été réticent pour rencontrer son homologue rwandais. Mais l'acte posé déjà par la France qui préside le Conseil de sécurité, n'est-il pas déjà un début? Bon, début de résolution, moi je n'y crois pas trop. Il faudrait que la France, en tant que présidente du Conseil de sécurité sous cette session, puisse répondre aux exigences exprimées par la nation congolaise au travers du premier de ses représentants que le chef de l'État. Ça, c'est ce que nous voulons en tant que peuple congolais, rien d'autre. Et à cela, le monde entier pris en témoin, le président a parlé et on attend donc une réponse de la part de la France. Parce que le Rwanda est resté longtemps sous une diplomatie de victimisation pendant qu'elle attaquait le Congo. Vous voyez, et pendant qu'il attaquait le Congo. Et ça ne nous enchante pas du tout. Et on a l'impression que la RDC est embourbée sous le prisme d'un conglomérat de gens qui veulent demeurer ou la maintenir comme un appât de partout international. Ça, c'est ce qu'on décrit et c'est ce qu'on veut qu'il puisse cesser. Ok, Maître Alfred Dibandi Nzondomio, vous aviez évoqué la situation en République démocratique du Congo en la liant aussi avec la présence de la MONUSCO. Vous, en tant qu'expert en OMP, je rappelle que les OMP sont les opérations de maintien de la paix. Une mission de maintien de la paix peut-elle s'attaquer à un groupe rebelle ou à une milice lorsque cette mission remarque que la vie des civils est en danger? Très bien, très bonne question, parce que quand vous lisez les cadres normatifs des OMP, on cite la charte internationale, la charte des Nations Unies, pardon, on cite les droits internationaux humanitaires, on cite les droits de l'homme, et puis on parle du mandat de la mission. Et dans le cadre du mandat de la MONUSCO, il faut dire que la MONUSCO jouit d'un mandat d'une opération de maintien de la paix robuste. C'est-à-dire,
une opération de maintien qui n'a pas la charge que de maintenir la paix, mais qui a aussi la charge de l'imposer. C'est pourquoi on a doté la MONUSCO d'une force spéciale d'intervention, qu'on appelle la brigade d'intervention, qui est là pour assurer la défense du mandat, en quelque exception que ce soit. Parce que quelles sont les limites, disons, au non-recours à la force, ou dans le sens des opérations de maintien de la paix? C'est 1, la légitime défense, c'est 2, la défense du mandat. Quand on veut attaquer le civil, la MONUSCO devrait attaquer, rétorquer pour protéger les populations civiles congolaises, ou au moins servir de bouclier, parce que attaquer la MONUSCO, c'est commettre un crime de guerre. Déjà, oui. Vous voyez? Mais il faut nuancer, parce que le secrétaire général l'a dit, mais il ne s'est peut-être pas bien fait comprendre. Vous savez, le budget d'armement des OMP est de l'ordre de 0,5% du budget d'armement mondial. Or, aujourd'hui, on a en face de nous un mouvement du 23 mars rwandais qui est soutenu par tout un État, qui a un budget, qui achète des armes, Lourdement armé et de qui manière sophistiquée. qui ne subit pas, disons, les restrictions en termes de notification, d'achat d'armes, comme on le maintient à notre charge et on ne sait pourquoi. À tout un État. Vous voyez? Oui. Et c'est normal qu'il puisse être suffisamment plus armé que la MONUSCO. Mais il faudrait maintenant, c'est comme ça on dit à la MONUSCO, au lieu que vous perdiez davantage de gens, apprêtez-vous à partir. Et nous avons pris d'autres alternatives. Quand vous n'arrivez pas à le faire, on va au niveau de l'EAC, qui est la communauté des États d'Afrique de l'Est, où nous sommes membres autant que le Rwanda, où nous avons déployé, on a convenu de déployer une force militaire sous-régionale d'intervention. Mais d'autre part, nous avons demandé au ministre de la Défense et au ministre, disons, au chef d'état-major général de l'armée congolaise de déployer des bataillons experts en espionnage et en contre-terrorisme. Ça tarde à venir, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est des questions techniques, parfois, où les gens pensent que le chef de l'État n'est pas accompagné, et pourtant il a des idées de pacification, mais il devrait avoir des bras armés qui puissent mettre en œuvre les orientations stratégiques et tactiques du chef. Maître Alfred, au regard de vos explications, pourquoi alors l'opinion nationale a été scandalisée, choquée d'entendre le secrétaire général des Nations Unies affirmer qu'à ce stade, la MONUSCO est dans l'impossibilité de contraindre le M23. Le M23, auteur de tueries, et à la base aussi de l'enregistrement des milliers de déplacés, tant externes qu'internes. Très bien. Vous savez, ces questions, il faut souvent les comparer. Je commence par répondre à cela et je vous rappellerai maintenant les questions d'intérêt au sens des relations internationales. Pour que vous compreniez que les relations internationales se basaient sur le principe d'intérêt. D'abord, on a le M23, qui est une force, je veux dire, armée moderne. Il faut tirer les conséquences. Si vous êtes incapable, tirez les conséquences. Et moi, j'ai déjà proposé, j'ai dit, il faudrait, en entendant la révision du plan de retrait, qui doit être accélérée, il faudrait que la brigade d'intervention, qui a commis de bavures à Kassindi, je rappelle, et dont la suite de poursuite de ces casques bleus n'a jamais été donnée jusqu'à ce jour. Et je vous avais dit, et rappelez-vous, c'est sous vos ondes, j'ai dit c'est une hypocrisie internationale que de croire que la RDC pourra poursuivre ces casques bleus-là. À la limite, ils seront rapatriés. Et si, aujourd'hui, je le dis, je prends l'opinion publique nationale et internationale à témoin, si on ne nous éclaire pas là-dessus, je vais dénoncer la nationalité de cette brigade-là.
de ces casques bleus qui ont commis des bavures, pour qu'après, que les choses s'en suivent, que les conséquences puissent être tirées à l'endroit de l'opinion publique. Vous voyez, on a des informations, on a dit poursuivez. J'ai vu le ministre Mouyaya qui est passé, nous avons des enquêtes. Je vous ai dit, il faut avoir des techniciens dans un État qui puissent vous orienter dans le cadre de collaboration que vous avez. Aujourd'hui, la réglementation en termes d'opération de maintien de la paix ne permet pas à l'État hôte de poursuivre les casques bleus. Auteur des fautes, ils appellent ça faute. Elle peut être légère ou grave, suivant la réglementation. Mais lorsqu'ils commettent alors, par exemple, des meurtres ou bien vous voyez, ils sont rapatriés. C'est tout le contingent qui est rapatrié. C'est leurs États propres qui se chargent de les suivre, de poursuivre, ces États-là, il existe un cadre au sein des Nations Unies pour poursuivre. Non, c'est des États partis qui doivent poursuivre. Donc, on va dire, en termes du droit pénal, il y a ce qu'on appelle la compétence personnelle, ce qu'on appelle la compétence territoriale. Vous voyez, l'État congolais peut poursuivre les infractions de ses ressortissants en quelques lieux qui se trouvent. Et autant que l'État congolais peut poursuivre une quelconque infraction commise sur son territoire. Mais quand c'est commis par des casques bleus qui sont sous protection internationale, la compétence territoriale ne joue pas. Ce n'est que la compétence personnelle qui joue. Alors, on a beaucoup milité pour qu'on mette en place un tribunal bleu pour s'occuper de ce genre de choses. Jusqu'à présent, cet appel est resté sans suite. Je vais vous redire un truc important, puisqu'on parle du Rwanda. Vous savez, nous sommes en 2015-2016. Le Congolais, pour la première fois de l'histoire, participe à une opération de maintien de la paix. C'était en Centrafrique, à la MONUSCO. Et quelques temps après, on rapatrie les Congolais, tout le contingent, pour dire qu'il y avait 2-3 policiers congolais qui auraient commis quelques actes à l'endroit de populations civiles. Donc, qui était la victime? Non, il y avait harcèlement sexuel, poursuivi dans le chef d'un Congolais casque bleu. À l'endroit de qui? À l'endroit d'Iguette, à l'endroit de Blandine. Imaginez-vous, dans un État comme la RDC, autant que la Centrafrique, il y a combien de Blandines, il y a combien d'Iguettes, il y a combien de Grâces? Vous voyez? Et ces gens-là, on vous poursuit comme ça. Et on est venu ici, on est allé en Ndolo suivre les procès de très près. On n'a jamais condamné, on n'a jamais acquitté. Et jusqu'à ce jour, le dossier est resté sans suite. Et tout le contingent congolais était rapatrié. Un système que nous avons dénoncé aux Nations Unies, qui s'applique aux Congolais, mais pas aux ressortissants d'autres États étrangers. Sinon, ce serait fait pour le cas de Kassindi. Vous voyez là où il y a un peu une justice, on appelle ça une complicité des Nations Unies. Et le président l'a dit, aujourd'hui l'État congolais, comme la nation congolaise, le peuple congolais, commence à douter de son impartialité. Et pourtant, l'impartialité est un des principes directeurs des opérations de maintien de la paix. Voyez-vous? Alors, cette impartialité-là ne doit pas muer à la neutralité. Et on ne sait pas si aujourd'hui, on joue à la neutralité ou à l'abstentionnisme, ou on joue au chaud et au froid. Ça, je ne sais pas le dire. Et imaginez-vous, quand on rapatrie les Congolais, jusqu'à aujourd'hui, aucun effort n'a été fait, même à l'endroit des Nations Unies, pour appeler le contingent congolais, d'ailleurs disponible, pour prendre part aux missions de paix au niveau des autres pays ou des autres opérations. Et dans cette même MONUSCO, on voit une flambée de Rwandais. C'est dirigé aujourd'hui par une Rwandaise. C'est aujourd'hui, la mission de police est dirigée par un Rwandais, né au Congo, comme d'habitude, et donc qui a une connaissance pratiquement magnifique du Congo. Et sous leurs auspices et leur accordement, leur rapprochement, l'État, la République centrafricaine signe des accords militaires avec les Rwandais et pourtant ils ne sont même pas voisins. Et pourquoi on ne sait pas? Oui, ouais. Maître, voilà, toute cette situation telle que vous l'avez dépeinte, elle est en train de montrer que, d'une certaine manière, la République démocratique du Congo est victime d'une injustice qui semble se profiler au niveau international. Pas une injustice, c'est un complot. Pourquoi est-ce que Paul Kagame a été écouté par ces grandes puissances? Pourquoi est-il utilisé pour déstabiliser la RDC? C'est un complot.
c'est un complot parce que quand Frantz Fanon, qui est né la même année, qui est décédé la même année d'ailleurs, que Lumumba disait que l'Afrique a la forme d'un revolver et que la RDC en serait la gâchette. Et quand Lumumba dit que nous allons écrire une histoire de gloire au cœur de l'Afrique, c'est pour dire que cette histoire commencera par chez nous. C'est pour dire qu'aujourd'hui nous sommes au cœur d'un complot. Un complot qui doit se lire dans la trame de ceux qui savent lire les choses dans leur lisière. La lisière est laquelle? La lisière est celle de dire, mais quand on commence à faire un effort de pacification de l'Est, quand le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi, érige, disons, l'état de siège, cet état de siège qui a apporté beaucoup de révolutions, pas seulement en termes sécuritaires, mais aussi en termes économiques. Parce qu'aujourd'hui, le budget qui était de 4 milliards est de l'ordre de 14 milliards et demi. Et ça, fort de la mobilisation des recettes enclenchée aussi par l'état de siège. Ah bon? Vous voyez? Donc, ça signifie qu'il y avait une contrebande au niveau de l'Est du pays qui n'était pas maîtrisée aussi. Mais pas seulement. Quand on n'arrive pas à déstabiliser l'Est, vous savez qu'en Équateur, chez moi, à Libengue, au sud de Bangui, il y a beaucoup de minéraux. Donc le Congo, c'est un pays solution dans beaucoup de choses. Et ça commence à tirer la convoitise des autres. Parce que c'est des espaces encore non exploités. Voilà. On est en pleine exploration et de prospective. On n'est pas encore arrivé dans la phase d'exploration ou d'exploitation minière. Vous voyez? Alors ça commence à inquiéter. Ils disent, bon, comme on n'arrive pas à déstabiliser l'Est, comme l'Est commence à se pacifier, allons à l'Ouest. Et justement, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Bangui a alerté sur une présence de plus en plus massive des militaires de l'armée rwandaise le long de la frontière avec la République démocratique du Congo en Centrafrique. Non, mais écoutez, moi je suis un notable de Libengue. Libengue, c'est chez moi. Je suis informé de tout ce qui se passe. La Centrafrique et le Congo sont deux pays frères. On n'a jamais eu de problème. Et depuis que le Rwanda a approché la Centrafrique, c'est là que le problème surgit. Ces Rwandais qui viennent, parfois le président vient, il dit qu'il va apporter une aide aux femmes et aux jeunes dans le cadre agricole. Il donne des fonds d'aide à l'agriculture et on obtient 12 000 hectares le long de la frontière avec la RDC. Pourquoi? On ne sait pas. Le même président va au Congo-Brazza. Il obtient 50 milliards, ce que dis-je, 50 000 hectares le long de la frontière vers Maluku. Oui. Pour vous, ça ne veut rien dire? Ça veut beaucoup dire. C'est-à-dire, et c'est des zones où il n'y a pas de zone de défense bien structurée comme à l'Est. Oui. Il n'y a pas de zone opérationnelle au nord chez moi à Libengue. Il n'y en a pas. D'où l'alerte lancée par l'ambassadeur de la RDC à Bangui. Hein? Il fallait bien alerter. Et nous, on a essayé de le dire déjà au mois de janvier de cette année. Vous voyez? C'est là où le problème surgit. Ces Rwandais-là ont voulu acquérir des terres à Yakoma, à Abouzi, au nord Ubangi. Ils viennent au travers des ombres. Ça a même entraîné la mort d'un piroguier qui avait que 17 ans. Nous sommes le 2 juillet de cette année en cours. Donc, c'est des informations que nous avons. Et on ne sait pas. Le Rwanda n'a pas d'ambassade en Centrafrique. Mais il y a présence d'un chef de mission diplomatique qui s'appellerait un certain Kayumba, je crois. Donc, on le dit que voilà, si ces militaires sont déployés ainsi en Centrafrique, c'est dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays. C'est ce que j'ai dit, mon cher frère. Vous savez, quand un pays où il y a un chef de mission diplomatique, il vient faire quoi? Il est né au Congo, un autre Rwandais. Ouais. On va les dénoncer tous. Mais ils devraient comprendre que nous sommes sur le point de démanteler tout ce plan. Et le chef de l'État l'a si bien dit. Et nous en appelons, n'est-ce pas, à sa volonté manifeste. On a dit ça, l'ambassadeur a conforté mon point de vue, dans le sens de la conclusion d'un accord de sécurité entre la RDC et la République centrafricaine. Mais aussi, il faudrait, moi je le recommande,
que nous puissions écouter parfois les réflexions de certains de nos penseurs. Les penseurs congolais ont des réflexions originales. Au nombre de ces penseurs, il y a un monsieur qui m'est très proche qui s'appelle Moumengi. Moumengi a dit qu'il faut qu'on mette en place une force agricole de défense qui s'ajouterait à la force terrestre, à la force navale et à la force aérienne. Cette force-là aura pour mission de délocaliser les camps militaires pour aller à la frontière. Parce que nos frontières, si elles sont poreuses, c'est par manque d'activité. Vous comprenez? C'est ça la difficulté. Et le Rwanda occupe nos frontières parce qu'elle connaît nos faiblesses. Il faudrait que nous puissions prendre cela vraiment au sérieux. Parce que ça devient assez inquiétant. Moi, je vais faire une descente chez moi. Je vais alerter tout le monde et je vais faire une descente de mobilisation stratégique de toutes les autorités politico-administratives. La notabilité et tous les chefs coutumiers seront tenus en alerte. Parce que s'ils blaguent, ils ne savent pas. Les Mbaka, les Mbandi, les Ngombe qui sont là-bas, c'est des gens qui sont des guerriers, des premiers guerriers de ces pays. Et les Andais qui sont vers les Bazouélés de l'autre côté, qui sont aussi dans la frontière avec la Centrafrique, sont aussi attaqués. Et ça devient assez inquiétant. Et je vous parle de choses qui se passent à 10 km de notre pays. 10 km de Kotakoli à 100 km de Yakoma. Vous voyez, c'est des choses assez inquiétantes. Nous sommes à 30-40 km de Libenge. C'est des choses assez inquiétantes et qui doivent être prises au sérieux. Maître Alfred Dibandi, Zodobio, je rappelle que vous présentez une situation qui est grave et qu'est-ce que nous devons faire pour nous en sortir si le Rwanda est soutenu peut-être... c'est un secret des polichinelles. Dans l'opinion, on en parle par certaines grandes puissances. Mais qu'en est-il alors de la solidarité africaine? Nous avons entendu lors des différents discours à la 77e Assemblée générale des Nations Unies, le président de l'Union africaine n'a pas fait état de ce plaidoyer de Félix Tshisekedi. Mais curieusement, c'était un autre chef d'État d'un État européen, le président polonais, qui a quand même invité les Nations Unies à ne pas faire semblant sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Bon, vous savez, on peut pas, on n'était pas là quand le président Macky Sall donnait son discours ou quand il préparait son discours, sinon on l'aurait conseillé autrement. Mais on n'en est pas là. Ça, ce n'est pas une inquiétude pour nous. On ne doit pas s'occuper de ce que les autres pensent de nous. Nous devons nous prendre en charge. C'est pourquoi j'ai dit que le discours du président de la République, c'était le discours d'abord d'un panafricaniste, puis d'un homme politique. Donc si je comprends bien, de haute facture. Complot, oui, le président, le complot, président oui, parlait en tant que la président de la solution SADC. doit être congolaise. La solution, elle doit être congolaise. C'est pourquoi j'ai dit que c'était un discours d'alternative. Vous savez, aujourd'hui, nous étions à Paris, à la COP 21, quand on a pris les engagements climatiques. Voilà. Qui ont révolutionné la planète. Ces engagements opéraient de l'ordre, prévoyaient 100 milliards en termes d'engagement international des pays dits développés en faveur de pays dits moins développés et des pays à prépondérance écologique, c'est-à-dire comme la RDC. Ces 100 milliards n'ont jamais été respectés. Nous sommes à Glasgow. À Glasgow, on prend des engagements de l'ordre de 40 milliards. Ça devait être placé sous la gestion du secrétariat des Nations Unies parce qu'il fallait que ce soit une autorité indépendante et une personnalité internationale. Ça n'a jamais été respecté jusqu'à ce jour. Pendant qu'on fait cela, aujourd'hui, la courbe d'émission est en train de grimper de façon exponentielle et les prévisions sont de l'ordre, je crois, de 240 en termes d'accroissement d'ici les 50 prochaines années. La RDC, le président dit que nous sommes un pays solution. Pays solution parce que nous avons les minéraux de transition écologique. Je parle du lithium, je parle du cobalt, je parle du manganèse. Le cobalt, nous avons à peu près une réserve de cobalt de l'ordre de 3 600 000 tonnes de cobalt. À peu près la moitié de la réserve mondiale en termes de cobalt. Et il n'y a aucun pays qui a ça.
et c'est le minerai congolais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut produire, transformer le cobalt d'ici, donner une plus-value à ce que nous importons. Parce que quand on importe du brut, entre le brut importé et le brut, les bruts exportés et le poli, l'élément poli importé, le gap est énorme. Imaginez-vous, un conteneur de cobalt, ça coûte combien? Et un conteneur d'iPhone. Voyez-vous? Quand vous voyez la différence entre les deux, parce que même un demi-conteneur pourrait acheter à peu près 10 000 conteneurs de cobalt brut. Donc, on doit injecter de l'intelligence dans nos matières. Et pour y parvenir, il faudrait construire des usines de transformation au niveau local. Voilà. On a commencé avec l'usine des batteries, dans le cadre d'une coopération sud-sud avec la Zambie. Ça, c'était des solutions novatrices. Et ce que j'appelle d'alternatives politiques en termes économiques et d'indépendance, de souveraineté économique de la nation. Voyez-vous? Ça, c'est une solution importante et le président l'a fait. Quand on est à l'Est, vous savez, au niveau du Sud Kivu, il venait d'être lancé il y a peu une usine de transformation de l'or. Or, on sait combien notre or aujourd'hui pose problème. Vous voyez? Pour exporter un produit venant du Congo, quand c'est au Rwanda, on ne demande pas de certification. Quand c'est chez nous, on demande des certifications. Pourquoi? Et pourtant, ça vient de chez nous-mêmes, on ne sait pas. Vous voyez? Ça, c'est un problème. Et aujourd'hui, les Rwandais, hier, je parle d'hier, les Rwandais, l'Ouganda, commençaient à concurrencer la RDC en termes d'exportation d'or. Ce qui est un paradoxe parce que sur le sol rwandais, il n'y a rien. Vous voyez? Et ces Rwandais-là, j'ai oublié un truc important au sujet de la guerre qu'ils veulent mener à l'endroit du sud Ubangi et du nord Ubangi. C'est leur dire qu'ils sont tactiquement, ils sont faibles dans la forêt plutôt que sur le montagne, qui se contentent de l'Est où ils seront traqués, mais qui ne viennent pas chez nous. Ça, je le dis en tant que notable de Libeng. Bon, je reviens sur les questions que j'évoquais en termes d'intelligence économique. Aujourd'hui, il y a une solution. Mais pour y parvenir, il faut de l'énergie. L'énergie, il faut la développer. Comment développer l'énergie? Le président dit, on lance un appel d'offres, n'est-ce pas, au niveau de nos différents blocs pétroliers et gaziers. Et voyez-vous, comme on sait qu'on aura maintenant une forme d'autonomie énergétique, et les carburants qui grimpent aujourd'hui chaque jour en posant un problème au niveau international, et à cause de la situation économique en Russie et en Ukraine, chez nous, il y aura des solutions. On va acheter le carburant à 1000 francs, on va acheter le carburant à 500 francs. Si aujourd'hui, nous arrivons à produire et à transformer chez nous, le début est déjà bon, commençons par produire. Maintenant, les grands défis à venir, c'est de transformer chez nous. Donc, c'est-à-dire raffiner le pétrole chez nous. Quand on fait les raffinages, ça signifie que nous serons un pays qui pourrait vivre autonome. Mais le président a dit que tous ces défis ne peuvent pas être relevés par la RDC elle-même et par sa seule volonté politique. Il faut un accompagnement international. En quel terme? En termes de capitaux et en termes d'expertise, c'est-à-dire d'apport technologique. Nous importons la technologie, nous la gardons chez nous, mais nous travaillons pour l'intérêt de la nation congolaise et de la planète tout entière. On sera un État solution en termes de transition écologique parce que nous allons décarboniser les transports, les secteurs de pollution au niveau de structures de transport, mais aussi nous allons être un pays qui va assurer une production à moindre coût à l'intérêt des populations congolaises. Voilà. Maître Alfred Lipouane, vous avez dit que le président de la République a prononcé un discours d'alternative, c'est-à-dire qu'il faudrait envisager la politique autrement, l'économie autrement. Mais quelle est aussi l'alternative pour les populations locales? Vous avez parlé des forêts dont regorge la République démocratique du Congo. Mais entre-temps, le principe pollueur-payeur n'est pas appliqué. Quelle sera maintenant l'alternative pour ces populations? C'est ça. Surtout dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Ah, c'est très bien. Vous savez, je salue cette question parce que l'une des solutions est prévue par la Constitution. Ça s'appelle la Caisse nationale de péréquation. Parce que c'est cette caisse qui doit assurer l'équilibre, n'est-ce pas, budgétaire entre différentes entités régionalisées.
Et cette caisse venait d'être a été mise en place, mais on a vu la nomination de certaines personnes, d'une personnalité que je connais très bien, Coco Mulongo, et je crois qu'il fera un bon travail. Je crois qu'il fera un bon travail à la tête de cette caisse nationale de péréquation. C'est l'une des solutions, mais pas seulement. L'autre solution, c'est quoi? C'est accompagner les structures de base. Parce que vous savez, le pouvoir, la gouvernance a toujours été ascendante plutôt que descendante. Et je crois qu'il y a un programme de développement de 145 territoires. Je crois qu'elle sera bien implémentée. Elle sera lancée bientôt. J'ai vu le BCECO lancer des avis d'appel d'offres en termes de construction des hôpitaux communautaires. Ça, c'est une bonne chose aussi. Ça rentre dans le cadre de la politique du social. Alors, j'ai vu le budget connaître un accroissement spectaculaire. On est passé de 4 milliards à 10 milliards quand le président est arrivé. Aujourd'hui, on voit le budget arriver à 14,6 Donc, la République démocratique milliards. du Congo, sur le plan environnemental, est aussi en train de tout faire pour préserver les forêts. Nous devons préserver les forêts. Et rien ne démontre en quoi nous allons polluer. Parce que ça... Mais nous ne polluons pas, mais il y a des autochtones qui ne vivent que de la forêt. Mais qui vous dit que ça va détruire la forêt? Il n'y a aucune preuve. Apportez-moi des éléments techniques. Vous savez, les débats... Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle une forme de recrudescence des informations illibérales. Ça signifie quoi? Ça signifie que les gens veulent informer suivant ce qu'eux voient et pour leurs intérêts, leurs propres intérêts. Quand Greenpeace fait ces déclarations, c'est parce que Greenpeace ne vit que des subventions internationales pour décrier tout ceci, tout cela. Mais qu'est-ce que Greenpeace a déjà apporté au Congo en termes substantiels? Il faut qu'on se regarde en face. Mais si on vous dit qu'aujourd'hui, on peut atteindre un développement, le budget peut accroître de l'ordre de 30 000 milliards, une fois qu'on peut engager près de 30 000 Congolais, ça c'est une solution. Quand on va commencer l'exploration, parce qu'on est dans la phase d'appel d'offres, qu'on va attribuer les marchés, qu'on va commencer l'exploration, mais dans les cahiers des charges, tout ça est pris en compte. Il faut qu'il y ait une expertise locale. Et il y a un code agricole au Congo qui prévoit tout ça, ouais, en termes de soutien aux communautés locales. Et même le code minier le prévoit. Le code des hydrocarbures, mêmement. Tout ce que vous dites est résolu par le législateur. Si on se rend compte qu'il y a des inadéquations, on va émettre des avis pour que les législateurs puissent prendre en charge cela. Et ça sera implémenté sans beaucoup de soucis. Parlons en tant que patriotes. Ne parlons pas comme des gens qui veulent satisfaire l'opinion de certaines ONG. Mais oui, j'ai posé cette question puisque malheureusement, il y a eu certains autochtones qui se sont vus privés d'accéder à certains espaces forestiers. Non. Écoutez, ça c'est de la machination internationale contre la gouvernance publique congolaise qui avance. Je ne parle pas des histoires, je parle des chiffres. Moi je parle des chiffres. Nous avons un budget qui accroît. Et si on peut l'accroître davantage, où est le mal? Et d'ailleurs, le président l'a dit, il n'y a aucun contrat international, aucune convention internationale qui nous interdit. Et il parle de ça. Aujourd'hui, nous produisons combien? Pourquoi il ne parle pas de la situation en Ukraine là-bas? Pourquoi il ne trouve pas une solution? Parce que, écoutez, revenons vers l'Ukraine et la Russie. Oui, parce que vous allez comprendre un truc important que même vos téléspectateurs doivent comprendre. Vous savez, aujourd'hui, la guerre en Ukraine, elle n'est pas que militaire, elle est aussi économique. Mais ça profite à qui? Qui est le premier perdant? Je dis que c'est l'Europe. L'Europe qui n'a plus aucune influence sur le plan économique aujourd'hui parce que son influence baisse chaque jour. Comment? Voyez-vous, le rouble est toujours stable. La monnaie russe. Oui, la monnaie russe. La monnaie chinoise est toujours stable. Le dollar américain, il est stable. Mais aujourd'hui, le dollar est en parité avec l'euro. Ça signifie qu'il y a une forme d'inflation dans l'espace euro
Et la valeur de la monnaie est revue à la baisse. Aujourd'hui, en Angleterre, l'échange de la parité, pratiquement 100 $ équivaut aujourd'hui à 82 livres. Justement, il me semble que demain, ça sera à 84. Maître Alfred, permettez-moi de vous poser directement cette question, puisqu'on tend vers la fin. Mais la guerre en Ukraine, elle a été évoquée pratiquement par la quasi-totalité des chefs d'État qui sont intervenus à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, même les présidents africains. Bon, qu'est-ce qui se passe? L'Afrique, en quoi est-ce que l'Afrique est vraiment aussi concernée par cette guerre? Non, elle est concernée parce que l'essentiel des produits céréaliers que nous avons viennent de l'Ukraine. Et sont produits grâce aux engrais, disons, viennent de l'Europe, mais produits grâce aux engrais russes. D'accord? Et l'essentiel des céréales sont importés au travers des contrats commerciaux parce que produits en majorité en Ukraine. Oui. Voilà. Et hormis les céréales, je parle d'engrais russes qui sont très importants. Dans le cadre du développement, je ne parle pas que du gaz. Les gaz, c'est pour eux. Nous avons été tenus à la solde des Européens qui voulaient faire de nous des pays d'importation. Et en tant que pays d'importation, nous dépendions d'eux. Et c'est pourquoi j'ai dit que le président a tenu un discours d'alternative. Parce que maintenant, nous devenons un pays de production. Avec l'énergie, on peut faire l'agriculture, même une agriculture industrielle. Mais on doit avoir de l'industrie ou de l'énergie. Cette souveraineté énergétique est importante. Maintenant, quand ils font des accords là-bas, aujourd'hui, la Russie a tout bloqué. Et quand la Russie bloque tout, l'Ukraine ne sait pas injecter les céréales au niveau de l'Europe. Parce que nous, on a quel contrat commercial avec l'Ukraine? Rien. La RDC particulièrement n'a pas de contrat commercial avec l'Ukraine. Alors, en quoi ça nous favorise? Notre développement de l'agriculture. Aujourd'hui, la Russie est placée sous sanction. On ne sait pas importer des engrais de la Russie. Donc, nous sommes aussi victimes, d'une manière ou d'une autre. Mais nous ne sommes pas des victimes principales. Laissons-le. Moi, j'ai apprécié la position, les recentrages en termes de non-alignement traditionnel de la RDC dans sa politique étrangère, énoncé par le chef de l'État, qui a essayé de reprendre la position de l'Union africaine. Qu'ils dialoguent entre eux. Qu'ils dialoguent et qu'ils comprennent que l'Afrique est en train de voir de près ce qui se passe là-bas, la mobilisation internationale en termes de tout ce qu'ils font, mais qui nous permettent à nous aussi, au Congo, parce qu'au Congo, il y a plus de victimes qu'en Russie ou en Ukraine, qu'on puisse vivre quand même cette paix-là dont a besoin l'Afrique centrale, dont a besoin l'Afrique tout entière pour se développer. Mais pour y parvenir, il faut que nous puissions acheter les armes librement. Et s'ils ne le font pas, le peuple congolais tirera toutes les conclusions nécessaires pour prendre son destin en main qui ne tient pas aux Nations Unies, encore moins à la volonté des membres du Conseil de sécurité. Maître Alfred Dibandi Nzondomio, internationaliste, expert en OMD, membre de plusieurs cabinets politiques. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été notre invité aussi. Merci aussi pour tout cet éclairage. Nous espérons vous avoir une prochaine fois pour plus d'informations. Je vous en prie, je vous remercie. Ok, à vous aussi. Au revoir et à la prochaine.